Est-ce que c'est en 2023 que vous craquerez à nouveau ou pour la première fois pour un téléviseur de la marque Sony? La réponse à cette question, elle viendra sans doute un petit peu plus tard dans l'année lorsque j'aurai notamment l'occasion de tester pour vous les nouveautés de cette année 2023. Que ce soit de la nouveauté du côté des téléviseurs LCD, notamment mini LED, mais aussi du côté des téléviseurs OLED et QD OLED. C'est de ces nouveautés néanmoins que je vais vous parler dans cette vidéo puisque j'ai eu l'occasion de les découvrir dans les grandes lignes toutefois lors d'un voyage de presse organisé par Sony dans ses locaux. Vous allez voir, il y a quelques petites évolutions intéressantes qu'il va falloir suivre. On va revenir tout de suite sur ce que j'ai pu découvrir sur place. C'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous parler des nouveautés que Sony nous a présentées donc, au sein même de son siège européen à Weybridge. C'est vrai que ce n'est pas une révolution cette année, mais encore une fois, une forme d'évolution avec peut-être un petit truc qui pourrait manquer à certains. On va décortiquer tout cela ensemble. On commence par un panorama global de la gamme. Alors pour tous ceux qui suivent un petit peu l'actualité du marché de la télé, vous savez comment ça se passe sans doute aussi chez Sony, comme chez d'autres constructeurs. Lorsque la marque annonce une nouvelle gamme, c'est souvent la petite dernière lettre qui change. Et du coup, on passe d'une gamme qui s'appelait A90K par exemple l'année dernière, on change le K, on bascule sur L et vous avez à peu près la déclinaison de la gamme complète qui nous a été présentée donc à Weybridge. Ce qui nous donne cette année, au lieu d'un A95K qui était le modèle QD OLED haut de gamme de l'année dernière, donc vous retrouverez d'ailleurs le lien là aussi dans la description cette année, A95L c'est du QD OLED, c'est le porte-étendard, c'est vraiment le fer de lance, le modèle haut de gamme du constructeur. Mais évidemment, on va retrouver aussi du A80L dans la gamme, qui lui va être cette fois-ci le modèle dit White OLED, et on va aussi retrouver un X95L, et là, la gamme X, vous le savez sans doute, on bascule sur la technologie LCD, X95L qui succède au X95K que je n'ai pas testé sur la chaîne, mais qui utilise une dalle LCD rétroéclairage mini LED, avec de l'évolution toutefois que je vais détailler juste après. Et ensuite, on a du X90L et X85L qui sont eux les modèles Full Array LED. Comprenez que c'est des téléviseurs LCD avec du local dimming, mais qui n'utilisent pas des mini LED, mais plutôt de la LED conventionnelle. Vous avez le panorama global de la gamme. Ce que je peux compléter, ce que je peux vous dire de manière plus précise, ce sont les disponibilités, à savoir que le A80L est prévu pour une commercialisation au mois d'avril, les X95 et X90L ainsi que le X85L seront eux prévus au mois de mai et le A95L qui est le modèle QD OLED haut de gamme, je le rappelle, est lui prévu pour le second semestre de l'année. Donc je pense qu'on sera plutôt aux alentours de la rentrée. Vous voyez un petit peu la plage sur laquelle s'étend la future gamme de chez Sony et bien évidemment, je n'ai encore pas de prix définitif à vous communiquer. C'est vrai que je dis bien évidemment, mais ça pourrait ne pas être le cas parce que c'est vrai que Samsung par exemple, lui, nous a d'ores et déjà communiqué tous les prix et pour cause, les téléviseurs vont eux arriver très très vite, donc je ne manquerai pas d'y revenir de toute façon si les nouveautés se précisent, sans doute aussi au travers d'un commentaire épinglé sous cette vidéo. Sachez aussi que le A90K, vous savez, c'est ce petit modèle sur lequel l'année dernière le constructeur a décidé de se dire, nous le A90K, ça va être le produit dédié aux joueurs avec effectivement la technologie OLED, et des formats qui sont du 42 et du 48 pouces, ce produit, ce A90K, il va rester en gamme et donc du coup, tous ceux qui souhaiteront aller vers des
dalles de taille inférieure pourront encore utiliser pourront encore s'orienter vers ce produit chez Sony. Parmi les différentes choses qui changent cette année et sur lesquelles je vais revenir dans cette vidéo, eh bien vous allez comprendre que le A95L à lui seul porte sur ses épaules les principales évolutions techniques qui sont intéressantes sur cette gamme 2023, à commencer tout simplement par une évolution du pic de luminosité rendu possible grâce à l'adoption de la toute dernière génération de dalles QD OLED de Samsung Display. Le pic de luminosité devrait se situer aux alentours des 2000 nits, sans doute dans le mode lumineux, dans le mode dynamique du téléviseur. Là-dessus, Sony ne valide rien puisqu'il ne communique jamais aucun chiffre sur la luminosité. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Cette dalle permet aussi de faire entrer en gamme un 77 pouces QD OLED. Vous l'avez vu par le passé, c'était 55 et 65 pouces, pardon. On a désormais du 77 pouces. On aura aussi la prise en charge en mode jeu de l'Ultra HD à 120 Hz en Dolby Vision, une première, mais là aussi je vais y revenir dans la partie jeux vidéo. Ce qu'il est important aussi de mentionner, c'est que tout cela est rendu possible grâce à l'intégration de tout dernier processeur Mediatek. Je vous l'avais dit dans une vidéo, Sony a pris la parole sur le fait qu'ils allaient intégrer la puce Pentonic 1000 dans les téléviseurs. Ils ont pris la parole sur une communication qui a été faite par Portrait Display ainsi que Mediatek. Le lien, lui aussi, est dans la description. Les Mediatek et Portrait Display ont fait une annonce en parlant un petit peu des nouveautés au côté calibration des télés. Et Philips TP-Vision comme Sony ont dit « Ok, nous, sur nos produits haut de gamme, on va adopter le nouveau processeur Pentonic 1000 », ce qui d'ailleurs à l'époque avait donné lieu à une forme de réjouissance, y compris de ma part, puisque Mediatek avait annoncé par le passé que la puce était capable de supporter 4 prises HDMI 2.1 et puis ensuite ils étaient revenus là-dessus. Voilà, gros problème, je vous en parlais également dans la vidéo de Philips où on se disait bah non, les téléviseurs ne vont disposer cette année encore, y compris chez Sony du coup, que de 2 prises HDMI 2.1 avec le support donc de l'Ultra HD 120 Hz. Pour les autres connecteurs, ce sera de l'Ultra HD 60 Hz, mais vous allez voir dans la rubrique, le sommaire ici qui vous est accessible, que dans cette partie gaming, il y a des petites évolutions tout de même cette année chez Sony. Ce qui m'interpelle déjà, c'est que par exemple le A95L est le seul modèle de la gamme à profiter en mode jeu du Dolby Vision Ultra HD à 120 Hz. Et là, les autres, ça sera du 60 Hz pour la partie Dolby Vision en mode gaming. Le A95L est aussi le seul modèle à bénéficier d'une connectivité sans fil Wi-Fi 6. Attention, pas Wi-Fi 6E. Même en 2023, il va falloir attendre encore un petit peu chez Sony. C'est dommage, là où par exemple Samsung arrive avec du Wi-Fi 6E sur ses modèles les plus haut de gamme pour être sur 3 bandes de fréquences, 2, 4, 5 et 6. Vous irez voir dans la description, je vous en parle de ce Wi-Fi 6E avec un test de produit Netgear Orbi. Je parle aussi du Wi-Fi 7, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. On arrive avec du Wi-Fi 6 pour le A95L, les autres sont encore en Wi-Fi 5, c'est quand même un petit peu dommage, et tous utilisent des ports Ethernet 100 mégabits. Là, si vous avez une box Wi-Fi qui est un peu loin, vous ne pourrez pas compter spécifiquement sur l'autre réseau Ethernet pour aller atteindre le maximum des débits, et ça c'est sans doute encore là aussi un petit peu dommage. Vous l'avez compris, on a le temps de savoir si cette année il faut ou non acheter un téléviseur de chez Sony. Ils ne vont pas être disponibles tout de suite, donc j'espère que le niveau d'information va se préciser un petit peu, mais de manière globale, de toute façon le discours ne change pas. Chez le constructeur, Sony, c'est un constructeur qui fabrique des téléviseurs pour le cinéma, le gaming aussi. En même temps, ils ont cette proximité avec Sony PlayStation et ils nous l'ont rappelé, les téléviseurs Sony, c'est perfect for PS5. On va y revenir dans cette partie gaming de la vidéo. Mais le discours est très porté sur la télé avec ce Bravia XR processeur qui s'améliorerait encore cette année avec au cœur de cette puce Pentonic 1000 des choses qui leur permettent visiblement d'aller un petit peu plus loin, de faire un peu mieux dans la compensation de mouvement, la gestion de la fluidité, etc. L'upscaling, c'est ce qui nous a été décrit comme étant meilleur encore cette année. Ça fait partie des discours assez classiques. C'est des choses, on a l'impression de radoter quand on couvre les télés comme moi tous les ans. On se dit ok, bon bah finalement on fait toujours mieux. Bon ok, très bien, tant mieux pour le consommateur. Du côté des contrastes aussi, et pourquoi du côté des contrastes? Eh bien tout simplement parce que Sony nous annonce avoir grandement amélioré cette année, en tout cas
sur les téléviseurs à rétroéclairage, donc les téléviseurs LCD, que ce soit le LCD mini LED avec le X95L ou les téléviseurs à rétroéclairage LCD full LED, full array LED, eh bien, il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution dans la gestion électronique. Le X95K, donc que je n'ai pas testé, eh bien, je peux vous le dire, j'avais échangé avec certains confrères, les modèles de 2020 et 2022, donc, eh bien, ce modèle qui était à rétroéclairage mini LED, visiblement, il n'était pas génial parce que il y avait encore des fuites de lumière, etc. Et Sony nous l'a dit, on l'a amélioré. On a amélioré ça et on a amélioré aussi la gestion des zones. Alors, vous attendez pas à avoir tous les détails, je vous l'ai dit, Sony ne communique pas précisément ce qui se passe. Pour autant, eh bien, j'aurais quand même posé la question où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va, etc. Sur le A95L, par exemple, donc, qui est le modèle QD-OLED versus le modèle de l'année dernière, eh bien, il nous annonce un pic de luminosité 2 fois supérieur grâce à cette nouvelle dalle. Le X95L versus le X95K, eh bien, on serait sur plus 30% de pic de luminosité en fonction des tailles. Attention, il faut se dire que sans doute sur les plus petites tailles, le pic de luminosité, la montée en puissance lumineuse ne sera pas aussi importante. Et on est également, eh bien, sur plus 20% de zone de rétroéclairage sur ce téléviseur LCD mini LED. Pour autant, je n'ai pas l'information sur combien de zones et combien de mini LED ça représente. Sony ne communique pas cette information clairement. Le X90L versus le X90K, qui est donc là encore un LCD rétroéclairage full LED, je le rappelle, on est sur plus 30% de luminosité, encore en fonction des tailles, et plus 60% de zone. Et là, ça commence à devenir très très intéressant parce qu'avec 60% de zone en plus, on commence à se dire que ces téléviseurs LCD full array LED, donc des LED classiques de rétroéclairage, eh bien devraient être eux aussi un petit peu plus précis, plus contrastés, mieux détourés dans les images, un petit peu moins de blooming, etc. Voilà, j'ai brossé un petit peu le côté global de la gamme, comment elles vont évoluer. Et cette fois-ci, on va rapidement passer en revue l'aspect ergonomie qui ne change pas énormément. Sony va toujours pas nous proposer des téléviseurs avec un pied rotatif, par exemple. C'est des téléviseurs qui sont sobres. En revanche, là où ça change, eh bien, c'est que pour tous ceux qui ont vu la vidéo et pour tous ceux qui ont vu des images du A95K, le constructeur proposait l'année dernière un pied spécifique qu'on pouvait positionner soit derrière le téléviseur, soit devant. Lorsqu'on positionnait devant le téléviseur, ça permettait de plaquer la télé contre le mur et d'avoir une installation relativement fine, évidemment. Il y avait des accroches murales qui étaient possibles, etc. Et lorsqu'on positionnait le pied derrière, eh bien, on avait une dalle qui était légèrement inclinée de 3 degrés vers l'arrière avec cette façon, ce stand un petit peu façon téléviseur monolithe, une marque de fabrique, là encore, de Sony, qui était très classe, mais qui ne permettait pas, par exemple, eh bien, de placer une barre de son, sous la dalle. Eh bien, cette année, ils ont décidé de changer cela. Le pied, cet énorme pied qu'on pouvait disposer de ces deux manières, disparaît au profit de pieds conventionnels que l'on peut eh bien, rehausser pour accueillir une barre de son. C'est l'essentiel de l'évolution avec, nous dit-on aussi, une nouvelle télécommande à venir. Là aussi, lorsque je testerai le produit, on verra comment celle-ci a évolué. Sony est plutôt, enfin, vous savez, j'ai plutôt tendance à trouver les télécommandes de chez Sony comme étant les meilleures, tout simplement, parce que ça convient très bien à mon utilisation. C'est pas minimaliste, c'est un petit peu entre les deux. Donc visiblement, là aussi, celle-ci va s'améliorer. Alors, pour en revenir à cette partie ergonomie et pourquoi ces formes de pieds qui vont m'emmener en fait à vous parler de l'audio et comment ça va évoluer cette année chez Sony. Jusqu'à présent, le constructeur revendiquait, enfin mettait régulièrement en avant ces technologies audio sur le LED par exemple avec l'acoustique surface, ces actionneurs qui sont placés derrière la dalle, le caisson de basse, etc. Les actionneurs font vibrer la dalle, ça diffuse le son, avec cette répartition gauche-droite, une reproduction du son qui était quand même assez intéressante pour un téléviseur. On était sur un produit haut de gamme, ça fonctionnait plutôt bien, etc. Et cette année, ils ont décidé d'étendre, d'améliorer encore un petit peu cette expérience, à condition que vous ayez le budget évidemment, pour y ajouter une barre de son et profiter de la technologie eh bien, qui s'appelle cette fois-ci Sony Acoustic Center Sync. Grosso modo, ça ressemble quand même beaucoup à de la technologie Q-Symphony de chez Samsung, à quelques détails près, vous allez le voir. C'est que là, chez Sony, eh bien, c'est si vous y couplez des enceintes Sony, barre de son, que ce soit eh bien, les A7000, A5000 ou A3000, que ce soit aussi eh bien, la HT-A9, ce système de diffusion multicanal. Et l'Acoustic Center Sync, c'est la capacité, cette fois-ci, eh bien, de rediriger une partie de l'audio, à savoir par exemple eh bien, la voix, tout simplement, d'utiliser le téléviseur comme une voix
centrale qui va prendre en charge les dialogues, etc. On a une démo avec Lady Gaga notamment qui chante et franchement, on en a discuté avec des confrères, c'est pas transcendant, c'est pas complètement fou. Clairement, on a posé la question, on s'est dit non, attendez, ce qu'on prend en charge avec le téléviseur, c'est une partie. Parce qu'en fait, certes, il y avait peut-être une légère sensation d'élévation entre la barre de son qui était posée sur le meuble et le téléviseur qui reproduisait le chant de Lady Gaga. Dans le cadre de l'installation qu'on avait, finalement, c'était pas plus mal parce qu'il n'y avait pas de grosses pertes de qualité, mais c'était pas transcendant. Si vous voulez, c'était pas flagrant. C'était pas un truc qui m'a fait me dire waouh, c'est fou. En revanche, ce type de technologie permet aussi de communiquer du coup avec un système audio plus complet et de bénéficier d'une reproduction audio à 360 degrés, un truc que porte réellement Sony depuis de nombreuses années, y compris sur ses casques. Il y avait beaucoup de démonstrations autour de ça. Ils sont attachés à cette reproduction du son à 360 degrés. Et là encore, on a une petite démonstration, Dolby Atmos, etc. Alors oui, avec une installation idéale, on voit bien qu'il y a des choses qui se passent. Pour l'instant, je vais mettre ça un petit peu entre parenthèses, c'est vraiment grosso modo Sony qui nous fait sa technologie équivalente un petit peu à du Q-Symphony, mais on ne va pas beaucoup plus loin. Là où je dis que c'est un petit peu dommage par rapport à ce que propose Samsung, qui en est cette année à sa version 2.0 du Q-Symphony, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 2.0, eh bien c'est que Samsung propose le wireless Dolby Atmos, et chez Sony, eh bien, on n'a pas ce genre de techno. Tout ça, ça passe encore par une bonne vieille installation via la prise eARC par exemple, donc pas de diffusion en wireless, mais bien évidemment la prise en charge du Dolby Atmos. On retrouvera aussi en 2023 eh bien, cette fameuse Bravia Cam, uniquement livrée en série avec le A95L, le contrôle gestuel du téléviseur, la capacité de la Bravia Cam à détecter de la présence pour passer en mode écho si nécessaire, la possibilité aussi eh bien, de détecter si une personne est trop proche de la dalle, là aussi pour abaisser la luminosité, ou tout simplement eh bien, de détecter les spectateurs qui sont là encore installés devant le TV pour diffuser le son de manière optimale. Et bien évidemment, la possibilité d'utiliser la Bravia Cam pour discuter en visio, tout simplement en utilisant les services de Google par exemple, puisque ce téléviseur fonctionne toujours sous Google TV. Là encore, moi je le rappelle, en tout cas, l'interface Google TV de Sony, eh bien, je l'affectionne. Enfin, je trouve que ça fait partie des meilleures interfaces pour ma part, les plus fluides, les plus complètes également, les mieux gérées dans tout ce qui est gestion des menus, des options, accès à comment je règle mon téléviseur, parce qu'il y a des infobulles, il y a des informations qui sont relativement détaillées. Je trouve que c'est l'une des expériences logicielles en matière de TV qui me convient le mieux, qui me plaît le plus. Et on va retrouver évidemment aussi en 2023 eh bien, ce service Bravia Core qui perdure. C'est vrai que quand Sony l'avait lancé, il n'était pas sûr que ça continuerait longtemps. On a déjà désormais maintenant plus d'un an de service. On a des contenus qui sont là. Là aussi, je vous ai fait une vidéo sur le Bravia Core. La particularité de ce service, c'est qu'il est capable de vous offrir en streaming eh bien, une diffusion Ultra HD dont la qualité est proche d'un rendu Blu-ray, puisqu'on est sur un débit, avec ce fameux service PureStream, on est sur un débit de 80 mégabits. Et c'est pour ça que je dis que c'est dommage que le port Ethernet ne soit pas plus performant, parce que si on n'a pas une connexion Wi-Fi solide, c'est-à-dire une connexion Wi-Fi qui tienne plus de 100 mégabits de manière constante, eh bien ça va poser problème pour profiter vraiment de ce service de manière optimale. Service qui profite du Dolby Atmos et qui profite aussi de l'IMAX Enhanced et donc du son aussi DTS. Alors vous le savez, dans mes vidéos, je parle beaucoup. Je considère qu'à partir du moment où j'ai cette chance d'accéder aux produits, et des produits qui coûtent cher, a fortiori que potentiellement vous souhaitez vous acheter, eh bien j'ai besoin de vous livrer un maximum d'informations. Le sommaire est là pour vous déplacer et aller de rubrique en rubrique, c'est ça qui vous intéresse, et c'est maintenant le moment pour moi d'essayer de vous livrer mes impressions avec quelque chose de difficile, parce que on a vu les téléviseurs, mais je n'étais pas autorisé à faire des images. Voilà, il y avait des contenus qui étaient diffusés, comparés évidemment à des produits 2022 de chez Sony, mais comparés aussi à des produits concurrents, LG, Samsung, etc. C'est monnaie courante tout ça, de comparer les rendus. Et ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, j'ai quand même l'impression que les téléviseurs cette année eh bien, vont s'améliorer. Ils vont s'améliorer sur le QD-OLED avec le A95L, puisque lui va bénéficier de la nouvelle génération de dalles qui promet plus de luminosité. Et c'était perceptible. C'était perceptible lorsqu'on avait cette chance de comparer un A95K à un A95L, on disait ok, il y a quelque chose qui opère. Ce qui est sûr, c'est que cette dynamique qui est offerte par cette technologie bien spécifique du QD-OLED, qui n'est pas la même que le White OLED,
eh bien, apporte quelque chose dans la colorimétrie, dans la sensation d'avoir une image qui est encore plus dynamique. On a ce ratio de contraste qui est avec des noirs parfaits, des images qui sont éclatantes, etc. Et on a vraiment une dynamique qui s'installe. Et d'ailleurs, on avait une comparaison avec un produit OLED classique, et c'est vrai qu'il y avait une différence. Il y avait une différence assez notable. Faut se méfier de ce type de configuration. Les téléviseurs étaient configurés, enfin utilisaient des modes similaires, mais encore une fois, petite prudence sur le sujet. Là où je regrette, c'est que typiquement, les comparaisons n'ont pas été faites avec des dalles, évidemment, de 2023, elles aussi, comme on va aussi en retrouver par exemple chez LG avec la série C3, avec la série G3. On sait qu'elles aussi vont quand même bien évoluer, ils n'ont pas les produits de 2023. Donc le step est supérieur par rapport à des produits Sony de 2022, et il est supérieur aussi sur le X95L, le modèle LCD mini LED, où je l'ai dit, on avait des démos, et le X95K, eh bien manifestement, avait lui des soucis de fuite de lumière. Effectivement, on avait des scènes où on avait des lumières qui étaient exposées, et voilà, on voyait bien qu'il y avait des halos, et c'était moins le cas sur le X95L, donc cette fameuse augmentation du nombre de zones devrait vraiment en bénéficier. Et puis on avait d'autres démonstrations où c'était cette fois-ci exposé sur la partie contraste, etc., à des téléviseurs de chez Samsung, par exemple, où Sony fait toujours le choix d'une justesse colorimétrique. Il ne veut pas aller dans ces dérives où on va aller saturer des couleurs, saturer des zones, etc. Et du coup, à la perception, cette fois-ci, ça semble être favorable à Samsung. Pourquoi? Parce que Samsung fait peut-être un choix un petit peu différent, avec des couleurs plus saturées, avec une logique qui se dit, moi, j'ai de la ressource lumineuse sur mes téléviseurs LCD pour aller déboucher certaines zones, et donc je fais ce choix-là. Et donc du coup, dans certaines zones sombres de l'image, on a par exemple des escaliers, où on a des motifs qui sont dans l'image, on y voit mieux chez Samsung. La zone est débouchée. Est-ce que pour autant c'est fidèle à l'intention du réalisateur, celui qui a fait le film? On n'est pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'œil, on se dit, mais là, chez Samsung, je vois un truc que je vois pas chez Sony. Et du coup, je m'étais dit sur le moment, attends, mais là, la comparaison, elle n'est pas spécialement au profit de Sony, mais le constructeur, de toute façon, assume cette part. Je vous rappelle que chez Sony, on n'a pas de mode filmmaker, par exemple. Eux disent, nous, notre mode cinéma, il est calibré, il est configuré comme il faut, on ne veut pas de mode filmmaker. Là où d'autres marques adoptent le mode filmmaker, que ce soit dans la logique d'offrir une calibration colorimétrique peut-être un petit peu différente, mais ça c'est plutôt tendu, c'est plutôt tenu avec les modes film, et surtout là où ils se disent, nous on désactive certaines gestions de fluidité, etc. On laisse la source se faire. Et en cela, par contre, je vous le dis, chez Sony, j'ai eu des démonstrations de matchs de foot, etc. Là aussi, je n'ai pas été autorisé à filmer. Et j'ai eu sensiblement les mêmes démos le lendemain chez Samsung, avec qui j'étais dans le cadre d'un autre voyage de presse, le Samsung Summit. Et quand on revoit des images de sport, on se dit, ok, j'avais finalement un peu mieux hier quand même chez Sony sur des téléviseurs qui utilisent les mêmes panneaux. C'est du QD OLED, et pas sur la partie LCD mini LED, mais voilà, sur des technologies qui sont proches, on se dit quand même que c'est mieux chez Sony en matière de compensation de mouvement, fluidité. Voilà, sur la partie rétroéclairage, le choix est différent chez Samsung. En tout cas, Sony assume pleinement cette façon de faire. Et de petites démonstrations sur la partie gaming, avec une évolution cette année, puisqu'on va se parler maintenant de gaming. On a toujours que les deux prises HDMI 2.1 Ultra HD 120 Hz, mais l'arrivée cette fois-ci, du Dolby Vision 120 Hz. Alors on était sur du Dolby Vision 60 Hz, et grâce à cette puce Pentonic 1000, on va avoir du Dolby Vision Ultra HD 120 pour profiter au mieux de tous ces contenus, mais uniquement sur le A95L, et c'est ce qui me fait vraiment me questionner sur pourquoi pas sur le X95L. De la même manière que je le reprochais chez Samsung en disant mais ce S95C débarque finalement avec une dalle QD OLED, avec le boîtier One Connect et un traitement de surface qui est complètement dingue par rapport à la gamme mini LED qui en Ultra HD perd son boîtier One Connect, qui est désormais plus disponible que sur les LCD Neo QLED 8K. Là, Sony, lui aussi, porte cette technologie comme vraiment les produits haut de gamme. Pour moi, si on lit ce qui se passe chez les Samsung comme chez Sony, alors c'est a fortiori plus difficile à entendre chez Samsung, qui a porté la technologie Neo QLED très très longtemps en disant ouais, c'est ce qu'on fait de mieux, etc.
le discours est en train de changer. Et chez Sony, implicitement, eh bien, ils portent le message de la même manière en offrant le meilleur de la technologie au QD-OLED, j'insiste un peu, que ce soit aussi sur la partie cinéma et la partie gaming. On a donc le Dolby Vision 120 Hz et on a aussi cette année la Game Bar. Alors une Game Bar qui m'a pas laissé complètement extatique, hein, voilà, c'est une Game Bar qui va proposer certaines fonctionnalités, mais qui par exemple eh bien, ne va pas proposer différents modes de jeu. Samsung, LG, on le sait, sont désormais à la deuxième itération de cette Game Bar. Ça sera la troisième cette année en 2023. Et dans ces évolutions, eh bien, ils sont arrivés à proposer différentes choses, dont des modes jeu différents, FPS, RTS. Enfin, on a différents modes jeu. Et chez Sony, eh bien, on a effectivement cette Game Bar qui va vous livrer différentes informations. Est-ce que le VRR est activé, etc. Ça, je le découvrirai aussi au moment des tests, plus en détail, mais pas de possibilité de changer de mode. On peut aller choisir aussi de déboucher certaines zones grises. Et il y a peut-être un truc qui peut être un petit peu original, c'est la capacité de réduire la taille de l'image. Et alors, chez Samsung, là encore, on avait un menu qui permettait de faire du 21/9, avoir un champ de vision plus large. Si on jouait sur PC, par exemple, on pouvait changer la définition de l'image et avoir finalement plus de visibilité sur ce qui se passe sur les côtés en jeu. Par exemple, chez Sony, ils ont, eux, décidé eh bien, de créer un mode fenêtre dans lequel on va pouvoir réduire la taille de l'image. Pourquoi faire? Eh bien, tout simplement, imaginez, vous allez jouer à un FPS, par exemple, sur votre console, et puis vous trouvez que, pour des raisons de visibilité, il est plus simple, plutôt que d'avoir un 55 ou un 65, d'avoir l'équivalent d'un 32 pouces, voilà, pour avoir votre champ de vision vraiment focus sur toute la scène. Eh bien, vous allez pouvoir le faire. Ça, c'est ce que Sony a décidé de faire, sans nous préciser quel était l'impact sur la qualité de l'image. Et il y a bien une particularité dans ce mode de jeu quand même, qui effectivement est le lien entre Sony, PlayStation et les téléviseurs Sony eux-mêmes, avec ce fameux label Perfect for PlayStation 5. C'est pas la première fois que Sony l'aborde, ça avait un petit peu disparu et puis ça ressort du coup cette année parce que, eh bien, on a désormais deux traitements spécifiques qui s'appliquent entre la console et le téléviseur, qui sont l'Auto HDR Tone Mapping et l'Auto Picture Mode. Et ces deux réglages, en fait, qui viennent s'appliquer, concernent, pour le deuxième, l'Auto Picture Mode, le fait de basculer automatiquement en mode jeu, avec une calibration mode jeu, etc. Et pour le Auto HDR Tone Mapping, ça va fonctionner évidemment sur le A95L, qui est le produit QD-OLED, et il va être plus pertinent, il est visiblement, de ce qui m'a été expliqué, plus nécessaire encore sur les modèles LCD mini LED, a fortiori avec ce X95L, qui lui a vraiment de la ressource, et l'Auto HDR Tone Mapping va permettre justement de trouver la bonne balance entre les basses lumières et les hautes lumières, parce que le LCD a tellement de ressources lumineuses qu'il faut la brider pour ne pas avoir des images saturées. Il faut mieux maîtriser le rétroéclairage, et c'est ce que permet de faire le Auto HDR Tone Mapping. Et attention, ça c'est bien parce que c'est Sony qui met ça en avant pour sa PlayStation 5, mais sachez que ces données-là, elles sont disponibles ailleurs aussi. Elles sont disponibles, en fait, c'est tout simplement de la métadonnée qui est intégrée dans le HGIG, qui est en fait une forme de consortium dans lequel, que ce soit les constructeurs de cartes graphiques, les constructeurs de télé, les éditeurs de jeux vidéo, tout simplement, eh bien, on crée ce consortium dans lequel ils échangent autour de comment on fait communiquer nos titres, nos matériels, etc., entre eux pour que les métadonnées HDR dans les titres soient intercommunicants, enfin qui communiquent ensemble, interopérables entre matériel, logiciel, etc., que tout ça crée un maillon efficace pour avoir la meilleure reproduction. Sony met cela en avant avec ce label Perfect for PlayStation 5. Moi, j'attends de voir réellement comment ça va se concrétiser et est-ce qu'on a une réelle grosse différence par rapport à d'autres produits. Ce qui est sûr, c'est que ça va permettre aussi aux utilisateurs de PlayStation 5 qui souhaiteraient utiliser leur console pour visionner des contenus cinéma, et bien là aussi de profiter de ces modes de bascule automatique. Par exemple, si vous regardez Netflix depuis votre console, vous allez rebasculer sur le Netflix Auto Calibrated Mode, enfin Netflix Calibrated Mode, pour là encore obtenir la meilleure expérience, cette fois-ci cinéma, grâce à ce label, ces échanges qu'il y a entre la console et le téléviseur. Moi, ce que je regrette le plus, c'est que, en tout cas, c'est ce que Sony semble avoir fait de manière délibérée, ce serait un choix technique délibéré, que de ne réserver ce Dolby Vision Ultra HD 120 Hz que au A95L. Si ça se trouve,
le modèle LCD mini LED X95L aurait pu en profiter, peut-être même les modèles White OLED, les A80. Voilà, visiblement, encore une fois, comme chez Samsung, la technologie QD-OLED, je ne sais pas ce que Samsung d'ailleurs Display a fait pour faire en sorte que le truc s'impose presque comme ça de lui-même. Alors chez Samsung, on peut le comprendre. Chez d'autres, voilà, la question se pose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous l'aurez sans doute identifié, mais chez Sony, en 2023, ou en tout cas pour l'instant, eh bien, on n'a pas de téléviseur avec la technologie White OLED avec du micro lens array, cette fameuse technologie que LG Display a présentée au moment du CES de Las Vegas, qui va être chez d'autres constructeurs, LG Electronics évidemment, Philips TP Vision, Panasonic sur la gamme MZ 1005 et 2000, la technologie micro lens array qui permet, grâce à l'utilisation de micro-lentilles, de booster l'intensité lumineuse, mais aussi de réduire la consommation, eh bien, n'est pas adoptée par Sony. Ils nous l'ont dit, on se réserve évidemment la possibilité de l'utiliser dans les produits à venir. Ça m'étonnerait que ça débarque en 2023, ce sera sans doute plus tard. En tout cas, Sony ne ferme absolument pas les portes cette année sur cette technologie. Mais cette année, non seulement le QD OLED chapeaute la gamme des téléviseurs OLED, mais il chapeaute même l'intégralité, selon moi, lorsque je dis la gamme de tous les téléviseurs. Et donc du coup, voilà, cette technologie OLED s'impose comme étant la meilleure des technologies. C'est le cas chez Samsung. Le boîtier One Connect, c'est sur de l'Ultra HD avec cette technologie ou sur du LCD en 8K et pas ailleurs. Chez Sony, les meilleurs des techno gaming, notamment du cinéma, etc., sont sur le A95L en QD OLED et pas ailleurs. Bon, on en tirera les conclusions qu'on veut et on verra ce que ça va donner au moment des tarifs. Vous avez vu aussi les tailles des écrans s'afficher, je ne les ai pas toutes listées. Vous avez les références, les tailles, les prix sont à venir pour toute la gamme. Je pense que certaines additions devraient être assez salées. En tout cas, j'ai hâte. J'ai hâte de voir comment ça va se passer sur un marché qui est difficile, un marché où effectivement les ventes sont en retrait par rapport à l'année dernière. Ça, toutes les marques nous l'ont dit. Ça ne va pas être une année qui va être très très simple aussi pour le marché. Voilà, c'était une tendance, c'était compliqué l'an dernier, mais ça va continuer de l'être aussi cette année, avec toujours néanmoins une même logique, avec l'augmentation auprès des consommateurs du choix des tailles qui est a tendance à aller vers des tailles de plus en plus grandes, même si le gros du segment est occupé par les 50 et 55 pouces par exemple. Cette vidéo touche enfin à sa fin, j'ai envie de dire, avec un énorme regret qui est effectivement le fait de ne pas avoir pu vous faire plus d'images sur cette fois-ci les contenus diffusés par Sony, etc. J'avais l'opportunité de voir les télés le vendredi, mais pour raison personnelle, je n'ai pas pu y aller. Bref, j'espère néanmoins que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez quoi faire. Le petit pouce qui va bien, qui motive. Réagissez dans les commentaires et puis vous retrouverez dans la description tous les liens dont je vous ai parlé au cours de cette vidéo, mais aussi le lien vers notre groupe de discussion Discord. On peut continuer d'échanger autour de toutes ces annonces. Les réseaux sociaux que vous voyez s'afficher juste à côté de moi. Rendez-vous bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. Ciao!